Bienvenue tout le monde à une nouvelle saison de l'Informel. Vous l'avez apprécié, on l'apprécie aussi. C'est notre podcast qui a été le plus écouté à la dernière saison. On accueille une fois de plus Jean Cazot, qui est bien connu dans la région pour ses années derrière le micro à la radio de CJRC 1150. En parallèle avec sa carrière d'animateur, il enquête sur le phénomène des ovnis depuis l'âge de 16 ans. Auteur de nombreux ouvrages, il est l'écrivain le plus publié au Canada et peut-être même au monde sur le sujet. Jean, je te souhaite encore une fois bienvenue dans nos studios. Ça fait plaisir de te revoir. Merci. J'en profite pour souligner que le premier enregistrement qu'on a fait ensemble, j'ai regardé juste avant d'enregistrer, je t'en ai parlé, là, mais c'est ça. C'était le premier, c'était on top of the list, celui qui était le plus écouté. Donc, c'est le fun de voir que les gens ont d'intérêt du message puis de ce que tu as raconté. C'est cool. Ben, c'est plaisant d'entendre ça. Ben oui, j'imagine. Plutôt habitué à l'inverse. Ah ouais, tu penses? Mais c'est bon, je veux dire, il y a tellement de gens qui détestent ce domaine-là. Mais je pense que ceux qui n'aiment pas regardent aussi. C'est ça qui arrive aussi. Ah, parce pour mieux nous haïr. Ben, c'est ça. Mais ça fait longtemps, puis juste avant qu'on commence à enregistrer, tu me disais, tu as eu ton émission à une télévision communautaire. Oui, à Québec, ça s'appelait le câble Laurentien. Ouais. Et puis c'était, oui, c'est ça, un noir et blanc, 2 chaises, puis un flashlight, je pense, puis une caméra grosse comme la maison, là, mais c'est inutilement gros, ça. C'est des gros Kodak dans ce temps. Des gros Kodak sur roulette, là. Ben, toi, t'es pas pire, là, tu sais, mais je veux dire, c'est petit, ça, là. C'est petit, ça, comparé à ce qui se faisait dans ce temps-là. Et, oui, c'est ça, mais... En tout cas, je pourrais raconter un paquet d'anecdotes, mais je ne suis pas venu ici pour ça. Non. Mais une des raisons pour laquelle moi je tenais à te réinviter, c'est parce que ça a bougé beaucoup dans les derniers mois. Même la semaine passée, mais là, je vais préciser parce que nous autres, ça va être diffusé seulement en octobre. Donc, les gens qui nous écoutent présentement, on est au mois d'octobre, mais on enregistre. On est à la mi-septembre, un petit peu passé la mi-septembre. Là, il y a eu des grosses affaires qui ont passé. J'imagine que tu les as suivies. En tout cas, tu en as eu oreille certainement de la conférence de presse du gouvernement mexicain qui s'est passée. Il y a la NASA qui a fait aussi une présentation. Fait que là, je ne sais pas lequel on aurait commencé, mais je veux avoir ton opinion là-dessus. On peut commencer par le début. OK, vas-y. Et puis, je vais passer à travers les différents thèmes qui se sont passés depuis que je suis venu. J'ai manqué de parler des fameux ballons chinois et des objets qui ont été descendus. Ça, oui. On commençait avec ça. OK. Fait qu'on oublie ça. On oublie ça. Tout de suite. Parce que ça, c'est un événement médiatique. C'est pas un non-événement, mais c'est un événement médiatique. Okay. Les médias ont adoré ça, puis ils sont jetés là-dessus. Alors que les ballons espions, ça existe depuis les années 40. Ça a toujours été le Canada, les États-Unis, l'URSS de l'époque, la Chine, tout le monde lançait des ballons parce que le beau prétexte, c'était les ballons météo. Ouais. Alors, tout le monde disait « Ah, ça, c'est un ballon météo, mais c'est une caméra, puis ça filmait, puis ainsi de suite. » Ça a toujours été, je veux dire, qu'on arrête de dire « Ah, c'est nouveau, c'est... » Non. La seule chose, moi, je veux dire, une des raisons, je pense, qu'ils ont arrêté d'en parler, c'est qu'à un moment donné, il y a un chasseur, je ne sais pas si c'était un F-18 ou un F-35 ou quelque chose de genre. Je ne sais même pas si c'est américain ou canadien, mais je pense que c'est canadien, c'est ça qui est le pire. Il a reçu la mission de descendre, de l'abattre. Ouais, ça, c'est-tu celui au-dessus du Yukon? Ouais, il est bas des capables. OK, mais c'est pas celle-là. Celle-là, moi, celui il y en a un autre, il est bas des capables. Okay. Il a tiré, bang, 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 puis il n'a jamais été capable de le descendre. Fait que si un F-35 n'est pas capable de tirer des ballons, je pense pas qu'on va perdre du temps d'en parler ben longtemps. Et c'est sans intérêt. Alors, c'est un non-événement pour moi ou un événement purement médiatique. Tu sais, les médias, des fois, ils ont faim de quelque chose, puis il se passe rien. Je le sais, j'ai fait ce métier-là pendant 45 ans. Fait que c'est pas qu'on l'invente, mais on en prend un petit puis on en fait un gros. OK. Moi, je faisais ça à la radio. Moi, je rentrais en onde des fois, là, à 3 heures, là, puis je fallait jouer le chat jusqu'à 6 heures, puis j'avais des entrevues, mais il se passait rien. Fait que là, je prenais un gars qui a jeté sa gomme à terre, là, puis moi, la peine de mort. Tu sais, je veux dire, c'était un peu ça, le talent de l'animation radio dans ces années-là. C'était de monter quelque chose en épingle, parce que c'est un show à faire, qu'il se passe quelque chose ou pas. Tu sais, moi, il y a des journées, j'écris souvent sur Facebook, sur mon site, mais il y a des journées, il n'y a pas d'idée, j'écris pas. Je ne suis pas obligé, moi, je ne suis pas payé pour faire ça. Quand tu es obligé de remplir un temps d'antenne, tu n'as pas le choix. Quand tu dois remplir ton temps d'antenne ou ton journal, c'est le même principe.
Tu sais, prends par exemple CNN, c'est encore pire, eux autres, c'est à longueur de journée, là. Fait qu'ils nous rabâchent-tu des histoires, puis ça finit plus. Puis ils mettent ça sur LCN, repeat. hein? C'est du repeat, là. Ouais, c'est du repeat. Et l'effet du repeat donne l'impression que l'événement est plus important qu'il ne l'est. Parce que c'est pas parce qu'on voit une chose une fois qui est importante. Mais si on te le montre 100 fois dans la journée, tu finis par penser que c'est la fin du monde, là. Alors, c'est très tricky, ça, l'information à ce niveau-là. C'est clair. Alors, ça on met ça de côté. L'autre chose là, qui est important, c'est ce qui... Bon, on va régler tout de suite l'histoire des cadavres montrés au Congrès mexicain. D'abord, un Congrès mexicain, moi, ça ne m'énerve pas, là. Je veux dire, le 3/4 sont corrompus là-dedans. C'est un des pays les plus lestes en matière de laisser aller puis face au cartel de drogue et ainsi de suite. C'est pas fiable, ce monde-là. Moi, d'ailleurs, j'y vois plus. Ils n'étaient pas, par exemple, les premiers à avoir montré les images d'aviation de chasseurs mexicains qui avaient eu des objets. Je n'y crois pas. Radar, je ne crois pas aux Mexicains. Par contre, je ne les trosse pas. C'est pas compliqué. Par contre, le général des forces armées chiliennes, lui, avait fait une déclaration assez explosive. Mais on dirait que les gens s'en foutent complètement de ça. Ça, c'est un mystère pour moi. J'ai une page Facebook, une page personnelle, mais j'en ai une autre qui est directement axée sur l'ufologie, le paranormal. Je mets des textes, des fois, là, j'ai des réactions à pu finir. Là, c'est fort, là, des partages, puis des commentaires, mais chaque fois que je parle d'une initiative du Pentagone, du gouvernement américain ou même du gouvernement canadien en matière de recherche sur les ovnis, j'ai 2 personnes. 3 personnes, un commentaire, c'est tout. Ça, là, pour moi, c'est un mystère. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Non, moi non plus. Oui, je ne comprends pas ça. Et je pense tout simplement que nos gouvernements, dans leur ensemble, ont perdu toute crédibilité dans ce domaine-là, peu importe ce qu'ils font. Alors, je vais te donner un exemple patent qui n'était pas arrivé encore, je pense, quand on s'est vu. Okay. C'est le directeur général adjoint de la Navy Intelligence, Scott Bray. Ça te dit quelque chose, ça? Non. OK. Mais je retiens pas beaucoup les noms, fait que ça se peut. Ouais, moi non plus. J'ai de la misère avec les noms. Je me trouve chanceux de m'en souvenir. Ce gars-là, c'est pas compliqué. C'est la CIA de la marine, si tu veux. La Navy Intelligence, c'est très gros, c'est très puissant, mais on n'entend jamais parler parce que c'est surtout... en tout cas, c'est le service de renseignement de la marine américaine. Ça n'affecte pas nos marinas, ça. Tu comprends-tu? Je veux dire, mais c'est une grosse affaire, là. C'est une grosse agence. Et le directeur adjoint, le grand patron, son adjoint, se présente, il se lève un matin puis il dit « Tiens, je pense que je vais aller devant le Congrès américain. » Ça, c'est autre chose, là. Le Congrès américain, là, c'est autre chose, là. Je vais aller là, puis je vais leur dire que les ovnis, ça existe, puis qu'on ne sait pas quoi faire avec ça. Je vais peut-être perdre ma job, mais c'est pas grave. Penses-tu que c'est ça qui s'est passé? Je pense pas, hein? Le gars, il s'est présenté devant le Congrès, mais je pense pas qu'il s'est levé un matin en décidant ça, là. Non, ça fait longtemps qu'il m'éjite. Ça vient d'où? Je vais te dire d'où ça vient. Ça vient d'un coulage qu'il y a eu, à un moment donné, sur CNN, où on a vu, dans les années, je te dirais, 2017-2018, on a vu une espèce d'ovni faire ça de même, puis c'était filmé par une caméra infrarouge, puis c'était bizarre. D'un avion. Ouais, je me souviens. Ouais, c'est quoi cette image? Et ça, c'est un coulage, ça. Ça ne devait pas sortir, ça. Okay. Mais ça a sorti. Ou alors, le Pentagone l'a laissé sortir en faisant semblant qu'il ne devait pas le laisser sortir. Ils font ça souvent. Excuse-moi, j'accroche tout le temps cette patente-là. Donc, ça sort, ça. Je l'ai vu, on l'a tout vu, tu l'as vu toi aussi. Mais ça a énervé des gens, ça. Il y a des gens, ça les a énervés. De quelle façon? Ben, ils se sont dit, c'est quoi ça? Vous dites que ça vient du Pentagone. Un instant, là, on veut... Le Pentagone, un avion de chasse militaire américain a filmé ça,
puis vous nous mettez ça là, puis vous en allez, ben, goodbye. Tu sais, je veux dire, ben oui, mais c'est quoi? Tu sais, on veut des réponses à ça. Alors, c'est là que le Pentagone a pris une décision. Et ils ont décidé d'enquêter sur toutes ces histoires-là. En secret. Ils ont tout fait ça. Une fois que ça a été fini, ils ont ramassé 700 à 800 vidéos, dont 170, je pense, qu'ils ont qualifiées totally unexplainable. Okay. Totalement inexplicable. Et là, Scott Bray, le monsieur en question, s'est présenté devant le Congrès américain, pas le Sénat. Le Congrès. Le Congrès a plus d'importance que le Sénat, d'une certaine façon. Tu sais? Parce que le Congrès, c'est les lois immédiates. Là, tu sais. Alors, c'est pas pour rien que c'est le Congrès qui a été visé le 6 janvier là, par la gang de sauvages. Là, tu sais? C'était justement dans le but d'immobiliser tout l'appareil qui fonctionnel américain, c'est le Congrès. Alors, ils se présentent devant eux autres. Ils montrent les vidéos. Et là, ben, écoute, les congressistes, ils disent que c'est... Le silence qu'il y a eu là, c'est ça qui m'inquiète. Les médias auraient dû sauter là-dessus. Moi, là, j'aurais sauté sur ce gars-là, là. Je me serais acheté des dentiers de Dracula, là, tu sais, pour y poser une question, juste une. J'aurais dit, Monsieur Scott Bray, le budget annuel du Pentagone roule entre 6 et 700 milliards de dollars. Pas millions, milliards. Vous nous dites qu'avec tout cet argent-là qu'on vous donne pour protéger le territoire américain, que vous n'êtes pas capable de nous dire c'est quoi ça? Ouais. Vous n'êtes pas capable de nous dire d'où ça vient? Vous n'êtes pas capable de nous dire qu'est-ce que ça peut faire ou ne pas faire? Vous n'êtes pas capable de nous dire qu'est-ce qu'on peut y faire ou ne pas y faire? Vous savez rien? On vous paye pourquoi? Non, mais l'histoire, c'est pas toujours la même chose. Il me semble que c'est toujours des avions de chasse qui s'approchent, l'objet finit par se déplacer, puis ils n'ont pas de données qui sont... Peut-être. Peuvent analyser. Peut-être, mais il vient d'admettre une faiblesse monumentale du système de défense américain, du système de défense mondial. Il n'y a jamais personne qui a été capable de faire quoi que ce soit avec ces objets-là. Mais il vient nous dire ça devant tout le monde. C'est public. C'est très gros. Sur mon site, personne ne réagit. Je comprends pas. Je ne comprends pas. C'est énorme. Mais... C'est rien, c'est pas fini. Ça continue, ça. Là, ils ont décidé de former... Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 1969, l'armée de l'air américaine avait déclaré que c'était terminé pour elle l'étude des ovnis, suite au dépôt du rapport Condon à l'époque. Ils ont fini, on n'en fait plus. Ils ont continué, c'est évident, mais je veux dire, officiellement, c'était terminé. Là, le Pentagone annonce la formation de... Je vais avoir de la misère à le dire parce que c'est AARO. Le RRRO. Je me rappelle même plus l'acronyme de ce que ça veut dire. Là. Mais c'est un centre d'études sur les phénomènes ufologiques pour tout ce qui concerne les trois armes. La marine, l'aviation, l'armée. Tout ce que vous avez à dire, tout ce que vous avez vu, tout ce que vous filmez, vous envoyez ça ici. Et c'est public. Parce que la semaine passée, on est en octobre, là, tu dis? Ben, on va diffuser en octobre, effectivement. Oui, c'est ça. Bon, ben, il y a un mois et demi à peu près. Un mois et demi, 2 mois. Autour du mois de juillet. Août, septembre. Août, oui. Ouais. Ils ont mis sur pied un site web pour le public, pour tout le monde. Tout le monde peut aller là-dessus. Géré par le Pentagone. Je suis tombé des nues. Moi, je suis ufologue, là. Fait que c'est mon domaine, ça. Moi, je sais si ça... Je sais l'importance que ça peut avoir. Alors, si je m'intéressais aux champignons, j'apprenais qu'il y a une usine de champignons, je capoterais. Mais les gens qui ne s'intéressent pas aux champignons diraient, il est donc bien énervé, lui.
Mais alors, c'est la même chose. Moi, je m'occupe d'OVNI, ufologie, paranormal, tout ça. Mais quand il y a une grosse affaire comme ça, moi, ça me fait capoter. T'sais. Alors, je trouve ça fantastique. Mais les gens ne réagissent pas. Tant mieux, peut-être qu'ils ont fait ça en ayant l'impression que les gens prendraient panique. Pas en tout. Pas en tout. Ils ont vu pire que ça. Ils ont vu la COVID. Ouais, Ils savent c'est quoi s'énerver pour rien. Ça se peut-tu que les gens, tu sais, parce que pendant longtemps, bon, les gouvernements ont balayé du revers de la main tout ce qui était objet volant non identifié ou peu importe comment les appeler. Oui. Puis que dans la tête des gens, ils se sont déjà fait tellement leur propre opinion, à savoir c'est vrai, c'est pas vrai. Puis je pense que beaucoup y croient quelque chose d'inexplicable qui se passe, qui se disent ben, je suis pas étonné. C'est ça. Ça m'étonne pas. Donc, les opinions sont faites. C'est ce que tu dis. Ouais. Puis je pense que tu as raison. Je pense qu'il y a un noyau dur de gens qui y croient. Ça, c'est correct. Il ne faut pas oublier ceux qui en ont vu, qui sont des témoins, des expérienceurs. Ça, c'est une autre catégorie de gens. Il y a des gens qui y croient tellement qu'ils disent n'importe quoi, n'importe quelle niaiserie. Tu sais, la reine, c'est une reptilienne. Là, tu sais, les complotistes, conspirationnistes de tout crin, là, qui disent qu'il y a des petits gris qui mangent des enfants dans une montagne au Nevada. Ils sont fous, là. C'est bon. Et puis, ou qu'on n'est pas allé sur la Lune, tu sais, ou que la Terre est plate. Là, bon. Alors, ça, cette gang-là, ils forment un assez gros bloc parce que Internet a ouvert la porte à tous les malades mentaux qui existent sur la Terre, qui ont maintenant la possibilité d'avoir leur site. Avant, on les endurait même pas en train de baver sur la rue de la Canardière à Québec parce qu'ils sortaient de Saint-Michel-Archange puis c'était fatigant de les voir. Aujourd'hui, ils ont leur site Internet puis c'est des vedettes. OK? Fait qu'on a un sérieux problème avec ça, là. Alors, il y a ceux-là, il y a ceux qui y croient, puis il y a ceux qui en ont vu. Et le reste, c'est le pire qu'il peut y avoir pour une cause. Ils sont pas contre. C'est pas qu'ils n'y croient pas. Ils sont indifférents. C'est la pire chose qui peut t'arriver. N'importe quel gars qui est allé dans un bar et qui est ressorti parce qu'il n'y a aucune fille qui l'a regardé, là, c'est bien pire que ça ait fait donner 3-4 claques sur la gueule. Comprends-tu? C'est pire. Tu rentres là puis il n'y a pas une fille qui te regarde. Rien. Puis je sais, j'ai dirigé un bar pendant 10 ans. Fait que je sais de quoi je parle. Un bar dansant pour ça. Puis là, le gars, là, il est malheureux comme les pierres parce que, coudonc, les filles le regardent même pas, tu sais. Il n'y a rien de pire que l'indifférence, c'est ça. L'indifférence, c'est pire que la haine. On en parle, justement, je sais pas, je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis parce qu'il me semble que peut-être que les gens sont un petit peu indifférents puis qu'ils se font, comme je disais, tu sais, ben oui, tu sais, je suis pas surpris, mais en même temps, il me semble qu'on en parle plus qu'on n'en a jamais parlé. Tu penses pas? Je sais pas de quoi tu parles. Ben, en tout cas, du moins dans les médias traditionnels. Avant, je pense pas qu'on portait autant d'attention. Non, Jean-François, t'as quel âge? L'amour du bon Dieu. 45. Ah, ben oui, un enfant. Hey, dans mon temps, dans les années 60, 80, j'étais invité à des émissions de télé comme Réal Giguère. Je sais pas si tu te souviens de ça, ça te dit non. Oui, je connais Réal Giguère. Bon, ben d'accord. J'étais invité là, moi, tu sais. Puis plus Denis Lévesque à un moment donné, mais c'était le seul. Mais j'étais invité constamment dans les émissions de radio, les grosses émissions de Radio-Canada, TV, ça s'appelait pas TVA, mais l'équivalent, je vais te donner des équivalents, Radio-Canada, TVA, TQS, tout ce qui sortait, les gros postes de radio comme CJMS, CKC, à Québec, CHRC, puis ainsi de suite, constamment invité là-dedans. Il y a des journalistes qui m'écrivaient, qui me téléphonaient, me posaient des questions. Ça, c'était une implication médiatique dans ces années-là. Mais depuis les années 80, c'est fini. Fini. Le peu que tu vois, moi, c'est des peanuts, ça. C'est des... Non. Dis pas plus que jamais. Les photos d'extraterrestres, puis je mets des guillemets, là, qui ont été présentées par, au Congrès mexicain. Ils ont fait le tour du web en tabarouette. Oui. Ils ont fait le tour du web. Bon, mais le web n'est pas une référence. Je l'ai dit tout à l'heure. Le web, ça dépend à quelle page tu consultes. C'est une décharge publique ou une grande bibliothèque prestigieuse. Tu as les deux dedans. Comprends-tu? Je veux dire, c'est ça l'affaire. Là.
Tu peux rentrer là-dedans, ouvrir une porte, puis c'est un salon extraordinaire avec la documentation des archives. Tu ouvres l'autre porte, puis c'est un dépotoir, puis ça pue. Dans la même bâtisse, on ne voit pas ça, ça n'existe pas. La seule place où tu vois ça, c'est sur Internet. C'est ouvert à tout le monde, c'est pas compliqué. N'importe quel zozo dans son sous-sol peut se faire un site d'une qualité extraordinaire, parce qu'ils sont bons, c'est pitons, ces gens-là. Alors... J'en conviens, mais... C'est quoi la crédibilité derrière ça? Le 3/4, il n'y a même pas de nom. Tu remarques ça? Il y a des sites, là, il n'y a même pas de nom. Tu ne sais même pas de qui tu parles. Mais je l'ai vu passer moi, sur CTV News, puis je l'ai vu passer sur un autre réseau américain. Oui, ils l'ont passé. J'ai pas compris pourquoi TVA présentait ça, que d'habitude, ils se tiennent loin de tout ça, comme la peste. Mais je pense que c'est parce que ce n'était plus drôle que d'autres choses, parce que c'était tellement pas vrai. C'était une belle occasion de se moquer un peu, des ufologues, de se moquer des témoins, en leur montrant une statuette en briques ou je sais pas quoi. C'est tellement ridicule. Puis les gens connaissent tellement pas le protocole scientifique d'authentification d'un artefact. C'est commandant, ça me prendrait à t'expliquer ça 1 heure. OK. Bon, je le ferai pas. Mais c'est très long, c'est très compliqué, c'est très détaillé. Il y a une rigueur derrière ça avant qu'un scientifique puisse arriver et dire ça vient pas d'ici, ça c'est ci, ça c'est ça, ça c'est ça. Là, le gars arrive, Notre-Dame de Guadeloupe, il a parlé, parce qu'il parle à la Sainte-Vierge, puis il se présente devant le Congrès mexicain, puis les TV sont là. J'ai mon maudit voyage. Ouais. Le gars monte une statue, là, c'est peut-être de la crotte. Puis il s'est déjà fait prendre. En plus, ce gars-là s'est déjà fait prendre. Fossilisé, hein? Il s'est déjà fait prendre, lui, pour avoir fait des faux corps, en 2017. Oui, mais il monte. Pourquoi que le Congrès mexicain, il donne l'importance à ça? Parce qu'ils sont innocents, je te l'ai dit tout à l'heure. Ils sont innocents, puis sont corrompus, puis peut-être... Moi, ce monde-là, les pauvres Mexicains sont pris là, avec la pire gang qu'il n'y a pas sur la planète. Ils étaient de même il y a en 1500 aussi, fait que, regarde, c'était pareil. T'sais. On les appelait les prêtres incas, les prêtres aztèques. Ils coupaient le cœur, puis ils te le mangeaient, puis ils jetaient le reste dans... Les Aztèques, les rituels, non? Ben, je connais pas les détails. Je sais qu'ils faisaient des rituels spéciaux. Mais... Tu veux pas en entendre parler de savoir, ouais, c'est ça. Tu regarderas le film de Mel Gibson là-dessus. C'est assez intéressant. Ah, lequel? Ah, je me rappelle plus. Regardez. Avec les Aztèques? Ouais. Ah oui. Puis Mel Gibson. Okay, surtout les Aztèques. Les Mayas... on commence à découvrir qu'ils étaient comme ça aussi, les Incas aussi, mais les Aztèques, c'était les pires, ça. Les autres, le dimanche, là, ils montaient en haut, puis là, il y avait une série d'esclaves, là, puis là, ils couchaient sur une dalle, puis là, ils ouvraient le cœur, puis là, ils brandaient le cœur, puis là, ils jetaient ça dans l'escalier, ça déboulait, puis tout le monde disait Aujourd'hui, ils font ça avec des hosties, mais dans ce temps-là, c'était plus salissant. C'était plus salissant. Non, les rituels sanglants, c'était... Ah, non, c'est quelque chose, ça. Mais là, si je reviens à nos moutons, je disais qu'il y a eu plusieurs conférences de presse puis, qui ont été médiatisées. On n'a pas parlé, il y a eu la NASA aussi, que la NASA, eux autres, ils ont dit... en tout cas, la grande ligne de leur conclusion, ça a été... il y a quelque chose... Oui. Mais on n'est juste pas capable de dire c'est quoi. C'est ça. Mais ça, c'est déjà gros, ça. Ouais. Ben, écoute. Au moins, il y a une reconnaissance de... Ben, il y a une reconnaissance de l'énigme. C'est déjà ça. Tu sais, un policier qui entend un bruit, puis qui rentre, puis il voit quelque chose, du sang en dessous de la porte. C'est un policier. Il peut commencer à déduire qu'il se passe quelque chose, là, ou il s'est passé quelque chose. Comprends-tu? Ça peut être juste du sang. C'est une boucherie qu'il y a là. Il ne sait pas, mais on appelle ça une énigme. Mais s'il passe devant une porte et il n'y a rien devant la porte, on n'entendra parler de rien. C'est ça. Mais là, on entend parler de quelque chose. Et ça, déjà, la NASA, oui, eux aussi ont mis sur pied leur propre... Alors, la NASA, le Pentagone et le Canada. Oui, le Canada, ils vont ouvrir leur première... Non, c'est fait. C'est fait? Okay. C'est fait. Moi, il y a OK, c'est en octobre, on recule. Peut-être au printemps dernier, 2023. J'ai reçu l'appel d'un haut fonctionnaire du gouvernement canadien.
Ah, mais c'est pour ceux qui allaient proche des installations nucléaires? Là, Non. Excuse-moi, vas-y, raconte une histoire. Mais Je te dirais si tu me l'as conté. Oui. Alors, il me dit, ce monsieur-là, oui, je ne sais pas si je t'en ai parlé, c'est ça. Ben, c'est ça. Ça fait longtemps, parce que là. Mais peut-être... ça ne serait pas une méchante Ah, ben idée non, que si tu me dis que c'était au printemps 2023, nous autres, on s'est vus à l'automne passé, là. Fait que... Ah, ben c'était peut-être fait. En tout cas, je ne me rappelle plus. Vas-y, puis on verra. Mais je vais résumer. Oui, Parce que vas-y. si tu l'as oublié, c'est bon signe, il faut que je recommence. Alors, le gars est venu se présenter et il m'a dit, il y a un député canadien, Toby, M. Maguire, qui nous a demandé de faire quelque chose pour les UFO, les ovnis. Parce que selon lui, à cause de ce que le gouvernement américain est en train de faire, de partir la ARO, puis tout ça, il dit non, on n'a rien. Il dit, on n'a rien, tu sais. Alors, c'est sûr que lui, il a oublié ce qui s'était passé avec mon Dieu, mémoire de... Bon Dieu. En regard, au Manitoba, il y a eu une grosse affaire, puis c'est allé jusqu'à la Chambre des communes, jusqu'au gouverneur général. C'était gros, ça, dans ces années-là. C'est la dernière fois qu'un élément ufologique a atteint le gouvernement du Canada de façon officielle, si on peut dire. C'est Falcon Lake, l'incident de Falcon Lake. Au Manitoba. Au Manitoba. 69, je dirais. Et là, c'est un ingénieur qui se promenait, puis à un moment donné, il est tombé sur une espèce d'appareil là, qui ne fait aucun sens, qui s'est envolé, puis il a été brûlé. Il a été atteint. Puis il y a de la radioactivité dans ça. Il y a toutes sortes de choses. Un gros dossier. Très, très gros dossier. Les ufologues savent tous de quoi je parle, puis ceux qui s'intéressent à ça aussi, mais le public, en général, ça leur dira rien, mais ils ont Internet, fait qu'ils aillent vers Falcon Lake. Falcon Lake au Manitoba. Tu vois, Manitoba. Alors, ce haut fonctionnaire-là me dit, on pense faire quelque chose, répondre à sa demande. Qu'est-ce que vous en pensez? Le gars, il sait qui je suis, fait que j'y réponds. Puis j'ai dit ma façon de penser, de ce que je pense, de ce que je pense qui va arriver, puis de ce que je pense qui n'arrivera pas. Alors, moi, je suis un livre ouvert. Je suis obligé de t'arrêter parce que si tu viens dans le premier segment de 30 minutes on doit prendre une pause, retiens ton idée, s'il te plaît, Jean. Je remercie ceux qui nous écoutaient là, sur la version plus courte de l'émission. Donc, je vous rappelle qu'il y a une version plus longue qui sera diffusée. Mais aussi, sinon, vous pouvez vous rendre sur notre chaîne YouTube. Donc, nos émissions sont tous là. Sinon, vous pouvez nous emmener avec vous autres sous forme de podcast, donc sur Apple Podcasts, Spotify et SoundCloud. Un gros merci d'avoir été avec nous autres et à la prochaine. Excuse-moi. Fallait que je le fasse. Oh oui. Fait que Manitoba. Falcon Lake. Falcon Lake. Bon. Mais depuis ce temps-là, plus rien s'est passé. Alors, ce haut fonctionnaire-là me dit, on va répondre à M. Maguire, on va faire quelque chose. On va ouvrir quelque chose pour s'occuper des ovnis. Je suis tombé sur le derrière, encore une fois. Parce que la dernière fois qu'il y avait quelque chose d'officiel au Canada, c'était upper Atmosphere, quelque chose sur le boulevard de l'Entente à Québec. C'était dirigé par un monsieur Hill, Peter Hill, je pense. Et puis c'est tout. Il collectionnait des informations qui venaient de la GRC, de la Marine, puis de ci, de ça. Mais il ramassait, il n'analysait pas, il sacrait tout ça là. Je ne sais même pas si ça existe encore. En fait, ça n'existe plus, parce qu'ils ont fermé en 91. Mais je ne sais pas ce qui reste des archives, puis tout ça, ça ne m'intéresse pas. L'autre initiative qu'il y avait eu, c'était l'Université de Toronto, qui avait parti une grosse affaire en 71 et qui a été fermée aussi. Puis c'était sous l'égide d'un donné Gordon Patterson. C'est tout. Ça résume au Canada. Pas rien d'autre, sauf évidemment en 1954, quand on a parti le projet Magnet pour essayer de savoir où est-ce qu'ils étaient puis qu'est-ce qu'ils faisaient, ces objets-là. Ça, c'est le gouvernement canadien qui a ouvert ça aussi. Ah, ça, je connais pas. Juste en face, ici, à Aylmer, sur la base militaire qu'il y a là. Il y a une base militaire ici, okay. là, une base. Uplands. Il me semble que c'est Uplands. Pas loin, ça. Je connais pas. Oui, mais c'est juste, c'est pas loin. Aylmer, tu connais pas ça? Non. Oui. Ben, je connais Aylmer, mais je connais pas une base militaire à Aylmer. Non, l'autre bord. OK, l'autre bord en Ontario. Oui, l'autre bord juste en face. OK, je te suis. C'est ça. Alors, ils ont ouvert ça en 52, 54, 52. Je pense qu'il y en a eu... Bon, c'est un Wilbert Smith qui avait fait ça. C'est un ingénieur du ministère des Transports.
et qui avait fait des recherches sur les UFO, les ovnis, puis il a dit au ministère de la Défense, il faut faire quelque chose, ça n'a pas de bon sens, ils font ce qu'ils veulent. Il a eu ce qu'ils voulaient. Ils ont ouvert un laboratoire. Imagine, ça s'est appelé Projet Magnet, puis après ça s'est appelé Projet Second Story. Vous savez rien de ça, vous autres, hein? Non, j'ai jamais entendu ça. Ah, Bernouche. OK. Ben, c'est pour ça que tu es là pour m'en parler. Ben, c'est ça. Alors, ça, c'est nos initiatives au Canada. Okay. Et là, depuis peu, on a ouvert au bureau de la conseillère scientifique en chef du Canada, on a ouvert Sky Canada, ou Ciel Canada. J'ai dit à ce monsieur-là, appelez pas ça Ciel Canada, please. Tu sais, ça fait Ciel, mon mari! Tu sais, ça n'a pas d'allure, Ciel Canada. C'est épouvantable d'appeler ça de même. On dirait, je sais pas, une émission pour enfants. Mais Sky Canada, ça sort bien. Tu sais. Enfin, moi, j'appelle pas ça Ciel Canada, oublie ça. Moi, j'appelle ça Sky Canada. De toute façon, une organisation ne devrait pas être traduite. Ça devrait être le nom, puis c'est tout. Tu sais, la NASA, est-ce qu'on traduit ça en français? Tu sais? Ouais, non. Bon, les acronymes, ça, on les inversés. Non. La NASA, c'est la NASA. Oh, ouais. C'est n'importe quelle langue, on dit que c'est la NASA, point final. Tu sais. Bon, CNN, on traduit tout ça? Non. Bon, alors, c'est la même chose. Ça n'a jamais dû être traduit, ça. Sky Canada, on reste là. C'est très timide. C'est très timide. Eux autres, ils offrent aux différents ministères publics, aux différentes organisations fédérales, de recueillir leurs informations sur les ovnis, ce qu'ils pourraient voir. Tu sais. Il y a quand même des gens là, qui pourraient participer à ça. Ça a l'air que la réponse n'est pas forte. Ah ouais? Non, c'est pas fort. Fait que ça fera pas d'éclat, cette affaire-là. Mais finalement, pourquoi tout ça? Moi, je vais sortir un livre. J'ai sorti nous allons peut-être sortir, ou est déjà sorti, dépend, octobre, hein, tu dis? Donc, théoriquement, parce que moi, je suis en voyage, là, actuellement. Là. Moi, je vogue sur le Pacifique, là. Alors, je ne sais pas trop ce qui se passe en octobre, mais je ne suis pas là, je voyage dans le temps. Mais donc, au moment où on s'est diffusé ça, mon livre devrait apparaître, ou va paraître à Paris, en France. Mm-hmm. Alors, je suis le premier ufologue canadien à être publié en France. C'est bon, ça. Et pas beaucoup de Québécois qui se font publier en France non plus, fait que je suis assez fier de mon coup. Alors, ce livre-là, qui s'intitule « Les ovnis viennent d'ailleurs, viennent d'un autre monde », va falloir se faire à l'idée. Ça, c'est le titre. On va arrêter de niaiser, là. Ça vient d'ailleurs, point. Faites-vous, get over it, ça existe. C'est à peu près ça le titre, d'une certaine façon. Et dans ce livre-là, je vais expliquer un paquet d'affaires que là, moi, je vais t'expliquer tout de suite. Le gros problème, à l'heure actuelle, de l'ufologie, de l'indifférence massive dont on parlait tout à l'heure, c'est massif. D'abord, il n'y a aucun contrôle, il n'y a aucun organisme officiel qui gère ça. Là. Il n'y a pas une régie de l'ufologie. Là, alors, c'est pour ça que n'importe qui peut dire n'importe quoi. Ouais, on n'a pas une source crédible vers qui se tourner. Là, ben, c'est pas évident. Bon. Moi, je vais très loin avec une série sur mon site que j'appelle Mon École Invisible. Il y a des gens qui trouvent que je vais bien trop loin, que ça n'a pas de bon sens. Puis là, ils me disent, avant, tu étais crédible, là, tu vas l'être moins. Non, là, je dis un instant, là. Si je suis crédible quand j'ose rien dire, puis que je m'avance pas, puis que je fais juste dire, ben peut-être que ça existe, mais que je sais, on n'ira pas skier loin avec ça. Tu sais, non, ça ne marche pas, ça. Faut être capable de s'avancer puis de dire vraiment ce qui nous arrive ou ce qui arrive aux gens. Donc, le secret de ça qui a été percé à jour, c'est un astrophysicien de Harvard du nom de Avi Loeb. Avi, qui est le diminutif israélien d'Abraham, tu sais. Et Loeb, comme IGA, là, tu sais. L-O-E-B. L-O-E-B, exact. C'est IGA. Dans le temps, ouais, t'avais Loeb, IGA. C'est ça, hein. Ouais. C'est bon. C'est un bout, ça. Ouais, c'est ça. Ben, la couleur des cheveux est là. Avi Loeb, c'est le directeur du département d'astrophysique à Harvard.
il y a plus ignorant que ça. Je veux dire, le gars, là, c'est le boss, là. Est-ce que tu te souviens de l'objet appelé « ou moi, moi » ? Ou moi, moi. Et je devrais me souvenir de Je sais ça pas parce pourquoi que... tu me regardes de même. Mais d'un, c'est un drôle de nom. Ben, en fait, c'est polynésien. OK. C'est parce que c'est un télescope d'Hawaï, OK. le Pan-STARRS d'Hawaï, qui l'a détecté, qui l'a capté, OK. et qui lui a donné un nom. Et comme on est à Hawaï et qu'il y a une langue locale qu'on appelle qui est le polynésien, finalement, c'est comme Aloha. Ils ont beaucoup de A, cette langue-là. C'est là que je suis en ce moment. Là, en octobre? Oui, en octobre jusqu'en novembre, là, puis ainsi de suite. Et là, je fais tout le Pacifique. Alors, c'est tous des noms comme ça, là, Vesulepa, Vanuata, bon. Et où moi, je suis d'accord que c'est pas vendeur. Ça fait pas sérieux parce que, tu sais, c'est comme... je sais pas comment, c'est comme il y a un manufacturier là, de voitures indien qui a acheté Jaguar. Comment est-ce qu'il s'appelle? Comment tu dis, Sylvain? Tata Motors? Tata. Ouais. Tu sais, le gars, il sait pas, lui, que son nom ici, ça fait rire. Tu sais. Ouais. C'est comme Poutine. Tu sais. Ouais. Ça fait pas sérieux. Tu sais. C'est pas des noms qui font sérieux, mais ils savent pas, eux autres. Tu sais. Tu sais, Vladimir Patate Frite, puis... Tata Motors. Bon, ben, c'est pareil pour où, moi. Mais ça, ils savent pas l'impact que ça a. T'sais. Surtout chez les Québécois qui sont moqueurs puis cyniques puis qui aiment ça rire du monde. Ça n'a pas été long que... La dernière chose à faire en voyant ce dont je parle, c'est d'aller voir l'image de où, moi. OK. Qui est une image composite, c'est pas une vraie, là. C'est une illustration d'artiste, là. Okay. Alors, c'est une espèce de bâton rocheux, très long, très mince, et qui voyageait dans l'espace. Il a été capté. Et c'est le premier astéroïde qui se comporte comme ça dans toute l'histoire de l'astronomie, là. C'est la première fois qu'il fait ça. Ça, c'est arrivé en octobre 2017 qu'on a vu ça. Et où, moi, la communauté scientifique a dit « Ouais, il y a des affaires bizarres, mais finalement, ça doit être un astéroïde, on n'en parle plus. » De toute façon, il est rendu trop loin. On l'a perdu. Avi Loeb, il n'a pas aimé ça. Il n'a pas trouvé ça très scientifique non plus, comme attitude. Et il a dit « Je m'excuse », puis il a publié un livre chez De l'Homme, qui s'intitule « Extraterrestre, premier signe d'une vie intelligente ». Une vie extraterrestre intelligente. Je ne sais pas si tu le sais, mais c'est un sous-titre qui est lourd, ça. De la part d'un gars comme ça, là. Ouais. Tu sais, le premier signe d'une vie intelligente extraterrestre. Wow! Il est-tu en train de nous dire juste à la couverture que cette affaire-là, il est artificiel? Qu'il a été fabriqué? Que c'est pas naturel? C'est tout ça qu'il est en train de dire? Ça doit être, d'après le titre. J'ai acheté le livre. Et là, j'ai dit, c'est incroyable. Comment ça que ça passe dans le beurre, ça aussi? Ce que ce gars-là nous dit, c'est qu'il y a 5 raisons de déterminer pourquoi est-ce qu'il est non naturel. Puis après ça, ce qui est écrit dans son livre, qui est la seconde partie la plus importante, pourquoi la communauté scientifique ne pense pas comme je le fais là? Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Ouais, Ça, c'est la partie la plus intéressante. Mais avant... J'ai mon idée, j'ai hâte de voir. Oui, mais avant, une des choses que ce satellite-là fait, que cet astéroïde-là fait, la cinétique dans l'espace puis la cinétique sur Terre, c'est complètement différent. Demande-le à un sniper, demande-le à un golfeur ou demande-le à n'importe qui, un joueur de baseball, n'importe quoi que tu lances. Il y a une cinétique de départ. C'est-à-dire comment est-ce que tu lances ta balle, comment est-ce que tu tires, comment est-ce que tu fais ça. C'est ça qui va déterminer où elle va se rendre. On est d'accord? Ouais. Bon, le sniper, on va prendre un tireur d'élite, un sniper.
ces gars-là ont, avec eux autres, un type avec des longues vues, là. Lui, sa job, c'est de dire la direction du vent, l'humidité, le ci, le ça, pour qu'il atteigne sa cible, surtout si elle est à plus de 500 mètres, là, tirer quelque chose à 500 mètres, là, wow! Dans un stand de tir, c'est à 10 pieds, mais ici, là, t'es loin. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent survenir sur Terre, mais pas dans l'espace. C'est différent. Dans l'espace, il n'y a pas d'air. Donc, il n'y a pas de vent. La seule chose qu'il y a, c'est des contraintes gravitationnelles. Mais sont mesurables. On est parfaitement capable, avec toutes les fusées et les affaires qu'on envoie dans l'espace, on le sait quoi faire, ne pas quoi faire, s'approcher à telle distance de telle lune, sans ça, on va dériver. Puis c'est comme ça, ils sont capables de déterminer les trajectoires d'astéroïdes. Souvent, on entend tant parler. Il y en a un, il passe à tant de distance de la Terre, puis il va s'en aller dans telle direction. Puis en plus, il nous dit qu'il va revenir dans 600 ans, ou dans 60 ans, ou l'année prochaine. Bon, on est capable de calculer exactement la trajectoire, puis il va passer à 224 675 km de la Terre. Ah! Bravo! Ils sont capables de faire ça. C'est un jeu d'enfant pour eux autres. Alors, quand ils ont vu cette affaire-là, Avilov a dit, premièrement, il est trop lumineux pour être rocheux. Trop, beaucoup trop, compte tenu de sa taille. Deuxièmement, la façon qu'il bouge, il ne bouge pas comme un astéroïde devrait bouger. Mais ça, c'est des indices, le sang en dessous de la porte. Là, tu sais, là, c'est puis du bruit en arrière. Là. Il se passe quelque chose. Là. Il y a une énigme, il y a des indices qui commencent à rentrer. Ouais. Mais le pire, c'est que Oumuamua a dévié de sa trajectoire. Okay. Et il n'avait pas le droit de faire ça. Parce que quand il tourne, quand il arrive là, à tel endroit, puis je te répète qu'ils savent exactement ce qu'il va faire. Tout le monde, même les plus jeunes astronomes, sont capables de faire ça. Là, il s'en va là, il devrait faire ça comme ça, puis il s'en aller. Il n'a pas fait ça. Il a fait autre chose. Il a dévié. Or, pour dévier, il faut une influence. Dans l'espace, on oublie les courants d'air, les tempêtes puis les vents. Dans l'espace, il y a une seule chose. Soit qu'il se fait heurter par un autre astéroïde, une collision, ça peut arriver. Mais c'est pas arrivé, parce qu'on l'aurait su. Ouais. Deuxièmement, c'est la gravité de l'astre au cours duquel il est. Or, la gravité, je l'ai dit tout à l'heure, ils peuvent la calculer, il n'y a aucun problème. Et de leur calcul, tout leur calcul unanime, ils devaient faire ça. Mais il n'a pas fait ça. Ça veut dire qu'il est allé contre la gravité. Or, la cinétique spatiale, si tu vas contre la gravité, c'est que tu as allumé tes moteurs ou tu as tourné ton volant. Tu as fait quelque chose. Ouais. Tu sais, tu as fait quelque chose. Les astronautes, quand ils s'en vont dans l'espace, s'en vont sur la Lune, s'en vont ailleurs, c'est pas souvent que ça arrive parce que... Ou d'infuser SpaceX ou n'importe quoi, ils sont capables de contrôler. S'ils s'aperçoivent qu'ils dérivent leur trajectoire, ils allument une fusée, puis ils se tassent, puis OK, c'est fait, ils ont corrigé la trajectoire. Ça, on a tous vu des films de ça. Apollo 13 en étant un. Bon, il faut une poussée à l'aveugle pour réajuster sa trajectoire. Exactement. Mais ils ont un contrôle, il y a un certain contrôle. Les astéroïdes n'ont pas de moteur dans le derrière. Ils n'ont rien, eux autres. L'astéroïde... Ah, attention, correction, au cas où il y a un astronome à l'écoute. Une comète va pouvoir changer de trajectoire si elle est faite de glace. Hein? Parce que, étant donné que c'est de la glace, c'est un gros morceau de glace, une comète, là. Il y en a une là, qui passe là, de ce temps-ci. Ah ben non, c'est vrai, on est en octobre. Elle est partie. Bon. Donc, il y a de la glace. Te rappelles-tu du film Armageddon quand Bruce Willis est dessus puis qu'il y a des... Des jets de pression. On des jets de pression épouvantables. Là. Ça, c'est la glace. C'est quand le soleil frappe la surface de la comète, elle se désintègre. Il y a des bouts qui se désintègrent, mais à une pression, c'est un gaz sous pression. Okay. Ça fait quoi, ça?
Ça peut faire changer, là. Okay. Ça peut modifier ça, la course d'une comète. C'est normal parce que elle a des... Puis on voit le jet le plus massif, c'est la queue d'une comète en arrière. Ça, c'est de la glace qui fond, ça. Okay. C'est ça qu'on voit, là. T'sais? Ça, c'est si beau à voir. Mais ça, c'est rocheux. Fait qu'il n'y a aucun gaz. Puis on les aurait détectés, les gaz. On les aurait vus, captés, peu importe. Il faut toujours se rappeler que ça a été suivi par tout le monde, cette affaire-là. Pas juste par Avi Loeb, là. Ça a été suivi par tous les télescopes du monde entier se sont jetés sur ou moi. Ils ont tous vu la déviation. Voici maintenant l'explication d'Avi Loeb. Sur les scientifiques. OK. Du pourquoi ça... Ouais. Okay. Il dit, je vais vous confier un secret. Puis, oublie pas, là, le gars, il peut dire ça parce que son poste, c'est le grand patron de l'astrophysique. Il est membre de toutes les choses possibles. Il a gagné tous les prix possibles. Il est safe. Il est safe. Alors, c'est le pape, l'astrophysique. Okay. Fait, c'est pas un petit prêtre qui va venir l'écœurer, là. Alors, lui, il dit, je vais vous dire pourquoi. La plupart des scientifiques vont complexifier leur travail, vont le rendre le plus difficile à comprendre, ce qui explique pourquoi les gens, le public, ne comprennent jamais les articles scientifiques dans les revues. Puis tu as déjà lu Scientific American? Essaye si tu dors mal. J'ai déjà essayé de lire des... essaye. Si tu dors mal, essaye. Tu vois, tu vas partir vite. C'est du jargon, c'est complètement indigeste et c'est voulu. Plus tu l'es, plus on t'admire, plus on te trouve bon. Même si la seule chose que tu dis, c'est que si je prends ce verre d'eau et que je le vire à l'envers, l'eau va se répandre sur une surface de 2 mètres carrés à terre. Je viens de le dire, là. Mais un scientifique, s'il veut t'écœurer, bien comme il faut, là, il va te dire exactement ce que je viens de dire, mais dans des termes que tu comprendras absolument rien. Parce qu'il veut bien paraître devant ses supérieurs, devant les siens. N'oubliez jamais qu'un scientifique, ça a des factures à payer aussi. Ça a une femme, ça a des enfants. Ça a une femme, ça a des enfants. C'est fait pour travailler, c'est fait pour... ne peut pas se permettre d'aller en dehors du courant de la communauté scientifique. À moins de perdre tes subventions, à moins d'être rétrogradé, mis de côté. C'est parce que toi puis moi, on n'est pas des scientifiques, on ne sort pas de l'université avec des diplômes, puis on travaille pour des grosses compagnies en tant qu'ingénieur physique ou chimiste ou biologiste. On ne sait pas c'est quoi ça, nous autres. Nous autres, on est dans les médias, on est dans ci, on est dans ça. Il y a de la concurrence, c'est féroce, mais c'est pas si terrible que ça. Dans le milieu scientifique, c'est pire. C'est pire que le milieu artistique. Ça, pas beaucoup de gens le pensent. C'est un milieu tellement fermé qu'il faut que ce soit quelqu'un de l'intérieur qui nous le dise. Puis Avi Loeb nous le dit, puis il n'est pas le seul. D'autres l'ont dit aussi. Reconnaître, parler, il y a des choses dont un scientifique ne doit jamais, jamais, jamais parler. Même devant des étrangers. Paranormal, fantôme, spectre, astrologie, réincarnation, ovni, extraterrestres et autres fabulations. Ils n'en parlent jamais, ne se prononcent jamais. Si tu insistes, ils vont faire... Peu importe ce qu'eux croient personnellement, jamais, au grand jamais, sur la place publique, ils vont s'avancer pour le faire. Si tu veux perdre ta crédibilité comme homme de science, si tu veux être regardé de travers, puis c'est pas long que tu te fais regarder de travers par les tiens, pas par ta voisine, mais par ta gang, ton monde. Si tu veux ne plus être invité au party de bureau de fin d'année, si tu veux plus être là, si tu veux pas être publié, c'est parfait, continue d'en parler. Tu creuses ta tombe.
un scientifique qui parle d'extraterrestres creuse sa tombe. T'as vu ce qui est arrivé à John Mack? Non. John Mack, c'était le Avi Loeb de la psychiatrie. Le docteur John E. Mack est le fondateur de la chaire de psychiatrie de Harvard. Il a publié un livre. Lui, il a ramassé des gens qui sont exactement comme moi, les miens. Des expérienceurs, des gens qui ont vécu des choses, qui ont eu le sentiment de s'être fait enlever, d'avoir vu des créatures au bout de leur lit, tout ça. Lui, là, c'est le grand maître de la psychiatrie américaine. Quand il a reçu des données là-dessus d'un ufologue de Chicago, je pense, ou de New York, qui s'appelait... Ah, maudit que j'ai ça. La mémoire commence à part vite. En tout cas, c'est un très connu chez les ufologues. Il a tout envoyé ça à John Mack, puis il a dit, regarde là, regarde ça là. Puis lui a regardé ça, puis s'est dit, wow, une nouvelle pathologie. Il était content. Ce gars-là va m'aider à découvrir une nouvelle pathologie. Tu sais, avant, on disait les fous, ils se prenaient pour Napoléon. Ouais. Bon, ben là, ils se prennent pour des extraterrestres, tu sais, ou qu'ils parlent, là, c'est les extraterrestres, c'est plus Napoléon. Tu vois, ça le fun, lui. Honnêtement, là, c'est ça, il le dit, là. Il a même accepté de se rendre dans une session à New York. Fait qu'il est parti, il est allé là, puis là, il s'est assis, comme je suis assis là, puis là, il a regardé... ça me fait... Je ne sais pas me rappeler de son nom. Il regarde le type, Hopkins. Il s'appelait Hopkins. Il regarde Hopkins qui travaille avec ces gens-là. Là, lui, là, pour lui, c'est des patients, ça. Mac, là, il regarde, mais c'est comme des patients. Puis là, ça peut être ça. Oups, ils n'ont pas le comportement typique du patient qui est atteint de schizophrénie, qui est atteint de délirium, qui est atteint d'une psychopathologie quelconque. Okay. C'est un psychiatre. C'est sa vie, ça. Il connaît tous les signes. Il le voit tout de suite. Il ne poserait pas un diagnostic, mais il le voit bien. Tu sais, il est capable de reconnaître. Là. C'est comme une police quand tu es devant un gars qui est sur le fentanyl. C'est pas long, tu sais. Il le voit bien. Fait que... Ces gens-là sont normaux. Là. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, il invente-tu? Là, il a dit, wow, un instant, là. C'est quoi qui se passe avec ça, là? Et là, il a consacré une grande partie de sa pratique avec que des gens comme ça. Il est revenu chez lui, à Cambridge, à Harvard. Il est revenu chez lui. Puis là, il a parti une organisation. Il est allé chercher des spécialistes de toutes les disciplines possibles dans son domaine de psychiatrie. Il a fait passer les tests les plus... Je ne sais même pas si on s'en tirerait, nous autres, comme du monde sain d'esprit. C'est très serré, là, très rigoureux. Et il dit non, je regrette. C'est pas de la paralysie du sommeil, c'est pas de la schizophrénie, c'est pas ci, c'est pas ça, c'est pas ci, c'est rien de ce que je connais. Et ces gens-là disent la vérité. Fait que, what the hell is going on? Là, il s'est fait tuer en 2004. Fait que, il n'est plus là. Avi Loeb est à l'astrophysique, ce que John Mack est à la science. Mais quand le monde a vu ce qui est arrivé à John Mack, parce que tu sais-tu qu'est-ce qui est arrivé à John Mack avant qu'il se fasse tuer? Non. Tous les professeurs d'université de Harvard se sont ligués contre lui pour le foutre à la porte. On parle tu dis qu'il est mort en 2004? Oui, ça, on parle de 90. On parle des années 90. Wow. Pour le foutre à la porte. Le maître dehors, John Mack, le maître dehors. C'est lui qui a fondé la chaire de psychiatrie. Non, c'est vrai, qu'est-ce que tu dis? Si tu vas Et sais-tu qu'est-ce qui est arrivé? Sais-tu qu'est-ce qui est arrivé? Non, vas-y, excuse. Il a dit, ah bon? Alors, testez-moi. Voici mes travaux, voici mes recherches, voici tout ce que j'ai fait avec ces gens-là. J'enlève les noms. Allez-y, amusez-vous. Pendant 2 ans, ils ont tout fait pour le pogner, pour le serrer dans le coin.
Et un jour, le grand boss de la faculté de droit à Harvard, c'est pas n'importe qui ça non plus, là, tu sais. Tu sais qu'Harvard, c'est la plus grosse université. Avec la Sorbonne, c'est peut-être les 2 meilleurs au monde, là, on s'entend? Bon. Fait que c'est pas l'université Laval ou l'Université du Québec à Hull, là. Non. OK, c'est autre chose. C'est très prestigieux, Harvard. Ben là, tu sais, bon. Là, à un moment donné, le gars de la faculté de droit est allé voir le recteur, puis il dit, je regarde ce qui se passe avec le docteur Mac. Là. Il dit, là, c'est assez. Vous l'accusez, vous le prouvez, puis vous le destituez. Ou alors, vous arrêtez tout ça, ce cirque-là, puis vous le laissez faire ce qu'il faisait. Ça a pris à peu près 6 mois, puis le recteur a décidé que c'était terminé. Il a donné ordre d'arrêter ça, laissez-le tranquille, aidez-le donc dans ses recherches à la place. Tu sais, aidez-le. Tu sais, bon. Alors, c'était l'humiliation pour tous ceux qui ont cherché à le poursuivre. Lui, ça l'a écœuré du milieu universitaire américain. Ça l'a écœuré bien raide. Et là, Lawrence Rockefeller, qui est un monsieur qui a beaucoup de sous, quand on parle des Rockefeller, il y a des sous. Il y a des sous. Il ne s'inquiétait pas pour déjeuner, lui. Lawrence a décidé de prendre John Mack sous son aile, parce que c'est un believer, le gars, depuis toujours. Hillary Clinton a essayé de se faire dire des affaires. En tout cas, puis Clinton était impliqué un peu dans... Ce sera un autre sujet, ça. Bref, Lawrence Rockefeller a dit au Dr. Mack, « Tu veux faire des recherches? Vas-y. Voici l'argent, voici les lieux, le laboratoire, où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire, qui tu veux engager, sky's the limit. Vas-y. » Et il l'a fait. Puis il a publié 2 livres, dont un qui s'appelle Password to the Cosmos. Passeport pour le cosmos. Hallucinant. C'est hallucinant. Lui est allé au bout de sa pensée de ce que c'est le phénomène extraterrestre. Avi Loeb nous dit, ça ne vient pas d'ici, cette affaire-là. Ça n'a pas obéi aux lois naturelles. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'artificiel qui a modifié la trajectoire de cet objet-là. Mais là, il est parti. Le prochain, il ne faut pas le manquer. Il ne faut pas le manquer. Et si la communauté scientifique ne veut pas intervenir, c'est qu'elle ne voudra jamais le faire avant d'avoir la preuve. Il y a des domaines en science où tu peux faire des choses sans preuve. C'est normal parce que la science, ça étudie afin de prouver. Tu sais, la preuve, c'est l'aboutissement d'une recherche. Tu commences pas, tu te ramasses pas avec la preuve puis ensuite faire des recherches. Non, avec une hypothèse. Tu pars avec une hypothèse. Puis là, tu travailles, tu en fais une théorie, puis tu avances, puis à un moment donné, tu en arrives à une loi. Une loi scientifique, comme la gravité, par exemple, c'est devenu une loi, c'est pas une théorie. Tu sais. Alors, mais là, la communauté scientifique, ce qu'elle fait, c'est ça que l'autre trouve hallucinant, dit, donnez-nous la preuve, puis là, on va travailler. Non. Ça, c'est comme un policier qui dirait, il y a eu un meurtre. OK, donnez-moi le coupable, puis je vais faire une enquête. Je te jure, là, c'est exactement ça. Parce qu'ils ont la chienne. Je suis tanné de frapper ça. ils ont la chienne, ils ont peur à leur réputation, à la réputation de la science elle-même, qui, il ne faut pas l'oublier, est devenue la nouvelle religion depuis que les religions sont disparues ou presque. C'est la science maintenant qui remplace tout. Mais tu sais, la dernière fois aussi, on a parlé de zeitgeist. C'est pas un peu aussi ça le problème? Où est-ce qu'on va à l'extérieur de leur zeitgeist, donc de ce qui est leur perception du monde? Ouais. Si tu vas à l'extérieur de ça, pour eux autres, ça fonctionne pas, fait qu'ils veulent pas y aller. Ils veulent pas y aller. Ils ne veulent pas sortir de leur zone de confort, qu'est le zeitgeist. C'est d'ailleurs ce que... D'ailleurs, tu cites les paroles de John Mack. Je sais pas si tu t'en rends compte. Non, je m'en rendais pas. Il faudra changer notre zeitgeist. OK. Et tous nos paramètres de recherche scientifique, si on veut savoir le bout de l'affaire là-dedans. Mais moi, je te le dis,
la vérité sur l'intelligence extraterrestre, ça ne viendra pas de moi puis de nous autres, les ufologues. Là. Ça ne viendra pas de nous autres. Il faut que ça vienne d'eux autres. Parce qu'on le voit bien. Si Oumuamua a rendu Avilov complètement capoté, parce qu'il s'est dit ça ne vient pas d'ici, ça, c'est pas une découverte que Avilov a faite. C'est pas une découverte que les scientifiques ont faite. C'est la découverte qui s'est découverte elle-même. Là, alors, sachant, regardez ma façon de penser. Moi, je dis qu'ils existent. Moi, je dis qu'ils sont ici. Moi, je dis qu'ils savent très bien tout ce qui se passe, incluant le fait que personne n'y croit, ou presque. Donc, c'est ce qu'ils veulent. C'est voulu. C'est voulu d'être discret, de pas être c'est voulu. Sans ça ferait longtemps que ça serait posé sur les plaines Le Breton. Tu sais, je veux dire, pourquoi est-ce qu'ils... Alors, ils veulent pas. C'est eux-mêmes qui restent discrets. Là, tu pourrais dire, ouais, mais là, toi, là, ils doivent pas aimer ça, ce que tu fais. Non! Ils adorent. Parce que c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que nous soyons sensibilisés, préparés, aux aguets, à nous demander, de sorte que si un jour un contact officiel se fait, ce ne sera pas avec Trudeau, ce ne sera pas avec le président américain, ça va être avec le monde ordinaire. Parce qu'ils s'en foutent de la politique, des drapeaux, des passeports, des frontières. Regarde, ils traversent les cieux de tous les pays du monde. Tu penses qu'ils demandent la permission, toi? Hein? Ils font ce qu'ils veulent. Ils vont ce qu'ils veulent, ils ramassent ce qu'ils veulent, puis ils font ce qu'ils veulent. Ça a toujours été ça. Tu sais, on est un jouet, là. On est comme des petits animaux de laboratoire, là. Tu sais, Mais j'ai toujours eu cette impression-là, moi, que la raison pour laquelle c'était si discret et qu'on... Tu sais, c'est pas tout le monde qui avait la chance de voir un phénomène et tout ça, c'est que... tu sais, qu'il observait, mais de loin. Tu sais, comme... Pas de loin. Qu'est-ce qui se passe de là? Pas de loin, mais discrètement. OK, mais discrètement. Oui. Mais ce qui m'amène à poser la question... moi, ma perception, c'est vraiment juste une opinion, là, ça n'a aucune valeur, là, mais j'ai l'impression qu'ils ils ont peut-être peur, ils ne savent pas trop à quoi ils ont affaire, ils ne comprennent pas. Mais c'est ça que je pensais. mais tu pourras me dire peut-être... Non, là, fais pas peur. Parce que je me demande pourquoi être si discret. C'est quoi le but? L'image que j'ai eue, là, c'est un gars des Hells Angels qui rentre dans un jardin d'enfance, puis il a peur. Okay. Non, regarde. Non, oublie ça. Non, mais je me dis, parce qu'on est primitif. Ben non, moi, je sais on pas. l'est. Quand je te donne un exemple, si moi, je m'en vais dans la forêt, là, puis je commence à observer des animaux, je n'irai pas me planter devant un ours pour l'observer, tu comprends? Je vais le regarder de loin. Parce que je sais pas à quoi m'attendre. Oui, mais c'est parce que t'es sans défense. T'es sans défense. OK, ouais. T'es sans défense face à... Je comprends ce que tu veux dire. Là. À ce niveau-là, oui, t'as raison, mais ils sont loin d'être sans défense. Quand t'es capable de faire 0 à... Ça avait été calculé, quoi? 24 000 km à la seconde. Ouais, en une seconde, t'as une technologie qui est pas mal loin de la nôtre. Oui, ça, c'est clair. Bon, alors, cette technologie-là, je pense qu'elle est en mesure aussi de les protéger contre nos petites bombettes, nos petits missiles qui sont même pas capables de foutre de descendre des ballons chinoises. Quand on a dit qu'ils ont descendu un objet au-dessus du Yukon, je dis, ben là, ça peut pas être vraiment... Non, c'est jamais arrivé avant. Jamais, oublie ça. Oublie ça. Tu sais, je veux dire, même nous autres, on commence à développer le concept du champ de force qui pourrait protéger un avion contre un impact. On commence là. Boeing travaille là-dessus. Oui, ils travaillent là-dessus. C'est pas fait, mais ils avancent. Ils ont des idées, tu sais. Alors, imagine, nous autres. Regarde, Jean-François, c'est pas compliqué, là. On est en 2023. En 1923, il y a juste 100 ans. OK? Pas de TV. Je pense que la radio venait juste de commencer, une petite affaire, un petit peu. Juste des téléphones, en 19, la radio, c'est une confiance. Des télégraphes, des fils de télégraphe. Oui, les télégraphes, les télégrammes. C'est tout ce qu'on avait comme technologie. Il y a des maisons qui n'avaient même pas l'électricité encore. Ouais. C'était pas... Il y a 100 ans. Alors, regarde le progrès qu'on a fait en 100 ans. Tu as juste à imaginer une civilisation qui aurait 50 000 ans de plus que nous autres. Pour qu'on puisse 50 000 ans, c'est quoi dans le cosmos? C'est rien, là. C'est rien. Tu
C'est une planète que la vie intelligente se développe 50 000 ans avant nous autres. Ben, elle a 50 000 ans d'avance. Où est-ce qu'elle est rendue, on ne sait pas. Mais en admettant qu'elle ait eu une évolution longiligne, une évolution non interrompue, qui ne se sont pas massacrés, qui ne se sont pas entretués, ben, ça te donne une idée de la technologie qu'ils ont. Ouais. Je pense même plus qu'on pourrait appeler ça de la technologie. Tu sais. Il n'y a peut-être même plus aucune forme de matière dans ça. C'est peut-être tout psychique ou... tu sais, ils peuvent... Bon, alors, non, ils n'ont pas peur de nous autres. Mais je pense qu'on est traité comme ce qu'on est, des primitifs, barbares. Regarde la planète, là. Des cochons, on ne sait pas vivre. Regarde les îlots de plastique dans le Pacifique. 2-3 kilomètres carrés de plastique qui flotte. Tu as vu ça? C'est nous autres, ça. Ouais. Hein? C'est nous autres, ça. On les jette, on les fabrique, puis on s'en fout. On continue de le faire comme si rien n'était. Puis même quand on voit ça, on prend ça en prenant une bouteille d'eau en plastique, tu sais. Puis on se dit, c'est-tu écœurant, hein? Ben, c'est ça. Où est-ce qu'elle va aller, ta bouteille, là? Elle ne sera pas recyclée. Elle s'en va avec les autres, là-bas. Alors, c'est primitif, ça. C'est même des enfants. J'ai pas dit qu'on était des enfants. J'ai dit qu'on était des primitifs. Parce que les enfants sont quand même bien élevés, là, une fois bien élevés, ils sont propres. Ils jettent leurs affaires, ils se lavent les dents, ils se lavent les mains. Si t'en as des enfants? Bon, tes élèves, tu sais, bon, fait qu'ils sont propres, puis ils font attention, puis ils sont comme tu veux qu'ils soient autant que possible. Ils désobéissent, c'est normal, sans ça, ce ne sont pas des enfants. Mais reste quand même qu'ils se comportent bien. Ouais. Bon, ben pas nous autres. Nous autres, on se comporte comme je sais pas, des primitifs. Même encore, je suis même pas sûr si le mot primitif existe, parce que moi, je suis allé en Amazonie, puis j'en ai vu des peuples là-bas, des gens qu'on pourrait considérer comme primitifs, mais j'ai pas trouvé leur comportement primitif. C'est sûr qu'ils n'ont pas de technologie. Tu sais, ils n'ont pas toutes les choses qu'on a. Mais tu regardes, puis les mères sont avec leurs enfants comme les enfants sont entre eux autres, pareil comme les nôtres. Je les trouve pas si primitifs que ça, moi. En fait, c'est l'Église qui a décidé que c'était primitif parce qu'ils ne croyaient pas en Jésus. Alors, forcément, c'était des êtres primitifs. À l'époque, il y aurait Dieu des ne veut sauvages. même pas s'en occuper. Fait qu'on a fait des esclaves, puis on connaît le reste. Grâce à l'Église. Merci, bonsoir. On est dans son sous-sol, mais c'est pas grave. C'est ironique, mais ouais. Soyons ironiques. Donc, tout ça pour te dire que, non, moi, je suis, en fait, de ce que j'en sais, nous sommes sous surveillance. Puis dans le but d'obtenir quelle information? Aucune. Il n'y a rien qu'on peut leur apprendre. OK, mais d'abord, qu'est-ce que tu penses de la théorie? Il y en a qui disent que ils seraient responsables de la vie sur Terre puis qu'ils observent qu'est-ce que ça a donné. Non. Tu as déjà entendu ça? Oui. Mais je pense que la panspermie est davantage responsable de la vie sur Terre. La panspermie, c'est la présence de cellules vivantes dans des météorites, dans des astéroïdes, dans des comètes qui se sont écrasées dans le dernier milliard d'années d'existence de la Terre, qui a 4,3 milliards d'années. Alors, vers la fin, ce qui s'écrasait pouvait survivre dans les eaux très salines qu'il y avait à l'époque, parce que les comètes, en s'écrasant, ça faisait des masses d'eau. Il faut savoir d'où elle vient, cette eau-là. L'eau, ça n'existe pas, l'eau dans l'univers. Là. C'est de la glace. L'eau liquide, ça n'existe pas. Là. C'est de la glace, ou c'est de la vapeur, ou même pas. Bref, la vie a commencé là. La vie vient de la mer. Elle vient de là. Tout est sorti de là. Alors, non, ça, je pense que la panspermie explique ça. Mais par contre, imaginons une terre vierge, magnifique, superbe, peut-être 1 million d'années ou 2 après l'extinction des dinosaures. C'est pas très confortable de vivre avec ce monde-là, là. Mais il n'y en a plus, là. C'est rien que des gros mammifères, puis là, les oiseaux, puis les poissons. Et là, tranquillement, l'hominidé
l'hominidé nous autres, les Homo sapiens, là, nous autres, là, toi puis moi, là, on a 300 000 ans d'existence. Je veux dire, capable de penser, puis de se parler, puis de réfléchir un peu, là. Puis pas juste donner des coups de gourdin à ta femme, là. Ça, c'est une autre histoire, ça. C'est pour les comiques, ça. Mais vivre dans des grottes, là, puis commencer à en sortir, puis commencer à se bâtir c'est à peu près 300 000 ans, ça. Après ça, l'homme plus moderne, on peut dire 35 000 ans. Durant cette période-là, je ne vois aucune raison pour laquelle des civilisations autres, par milliards, sais-tu combien on estime? À la NASA, sais-tu combien on estime qu'il y aurait de planètes habitables? Des milliards. OK. La NASA. Pas Kellogg Cornflakes. La NASA. Ça vient d'eux autres. Dans le livre d'Avi Loeb, il le mentionne, il est très clair. Alors, il y a de la vie extra. Il y en a. Il y en a, là. Faites-vous l'idée, là. Ouais, la question est de savoir est-ce qu'ils viennent ici ou non. Ben, pourquoi pas? Je veux dire, pourquoi pas? C'est trop loin. Oui. Ça, le gars qui n'a pas de char, en 1813, tu lui demandes de partir de Québec puis se rendre jusqu'à la Côte-Nord, ça peut être long. T'sais? Mais si c'est un char, c'est faisable. Puis si c'est un avion, c'est encore plus vite. Là, on revient à la question technologique. Ben oui, on revient tout le temps à ça. Alors, eux ont la technologie pour le faire. Nous autres, on ne l'a pas. On se dit, on ne peut pas aller plus vite que la lumière. On ne peut pas voyager à travers les trous noirs. On va se faire écraser. T'sais. On parle comme de l'époque où le gars disait, on ne peut pas construire des trains, ça va aller à 35 km/h. L'être humain ne sera pas capable de le supporter. Tu sais ça, hein? C'est incroyable, ça. On ne sera pas capable de supporter 35 km/h. Voyons donc. Nos organes vont éclater. Non, mais on parlait comme ça. Ben, aujourd'hui, on dit la même chose de traverser un trou noir, un vortex. Bon. Alors, ils ont une technologie. Ils sont venus s'installer ici. Ils ont trouvé ça beau. C'est une fichue de belle planète, ça, quand personne pollue dedans. Puis c'était pas c'était pas nous autres, les hominidés, qu'on jetait nos cannes de plastique, là. T'sais. Fait que c'est toute beauté. Ils sont installés, ils ont bâti des civilisations qui, à un moment donné, sont disparues. Puis il y a eu des cataclysmes épouvantables aussi sur la Terre. Il y a eu l'ère glaciaire, il y a eu des périodes probablement où c'était rendu invivable. Alors là, il y a eu des périodes où est-ce que 90% de la vie a été effacée avec des sursauts de plasma, des explosions de supernovas qui créent des sursauts de rayons gamma. Voilà. Okay. Bon, content de le trouver avant la fin du show. Fait que oui, ça a tué tout, à peu près tout. T'sais? Alors, s'il y avait du monde ici, ils l'ont trouvé off. Mais si on peut s'en protéger, mais ils ont dû se dire, c'est pas une planète très, très amusante, on s'en va, on fout le camp. Mais ils laissent derrière des vestiges que peut-être qu'on peut regarder puis se dire, est-ce que c'est eux autres qui auraient construit Teotihuacan, la cité Maya, là. Oui. Je veux dire, je ne saurais pas te dire le nom. Là, moi non plus, je viens de le moffer, là. Teotihuacan. Ben ça, quand tu regardes ça, ça n'a aucun sens. La beauté de ça, je ne sais pas si tu as déjà visité, là. Pas visité, mais j'ai vu les photos. La beauté de ça n'a aucun sens. C'est vieux, alors. Mais tu peux imaginer quand c'était neuf, là, avec des couleurs, puis avec... C'est pas les espèces de barbares d'Indiens innocents qui étaient là qui ont construit ça. Oublie ça, là. Oublie ça. Égypte, on pense que c'est la même chose. L'Égypte, c'est la même maudite affaire. Il n'y avait pas ce qu'il fallait pour faire ça. Ils ne l'avaient pas. Il n'y avait pas l'intelligence, ils n'avaient pas la main-d'œuvre, puis ils n'avaient pas le matériel. Tu pouvais pas... Non, on va arrêter de niaiser, là. On ne peut pas attribuer à l'homme des œuvres comme celle-là, parce que même l'homme d'aujourd'hui ne sera pas capable de les faire. Ouais. Mais il y a un scientifique qui est intéressant, là, qui a fait un document, dont il y a un documentaire sur Netflix, puis là, je ne me souviendrai pas du nom, c'est sûr. Puis j'aimerais ça me souvenir du nom de l'émission, mais ça fait longtemps que j'ai regardé que lui, il avait comme théorie... Non, t'as 40 ans, puis toi aussi, t'as des pertes de mémoire, je suis content. Oui, inquiète-toi pas, j'en perds des bouts. mais lui, sa théorie était que de la façon qu'on a écrit l'histoire, on s'est trompé quelque part. Ou est-ce que lui, il pense qu'il y a eu un temps, justement, entre l'ère glaciaire puis avant, ou est-ce que, en tout cas, dans le dinosaure à glaciaire, qu'il y aurait eu une population humaine qui avait de la technologie, qui était avancée, qui
qui auraient participé à ces choses-là, puis Oui. que les autres, on les a comme oubliés dans l'histoire, où on n'avait pas de preuves à l'époque de leur existence. Puis là, plus ça va, plus qu'ils en découvrent. Puis là, ils parlent de toutes sortes de monuments, comme celui que tu parlais, ça. que ben ça se pourrait, une civilisation avancée qui aurait fait ça avant qu'on retourne au C'est ça. Cro-Magnon. Et Tiahuanaco, en Bolivie, c'est la construction de ça. Tu peux pas passer une aiguille entre les roches. Comment tu peux tailler? C'est impossible. Même avec le laser, on n'est pas sûr si on y arriverait. Puis ça a 15 000 ans. Ou la façon qu'ils sont... sont alignés avec les astres, il y a toutes sortes d'affaires comme ça là, qui sont Les Dogons. spéciales. Les Dogons? Oui, les Dogons, c'est une tribu africaine du Mali. OK. Les Dogons, dans leur mythologie, si on peut dire, ont des dieux, des déesses qui viennent de planètes que les astronomes ont identifiées par la configuration. Ils ont dit ça, c'est Sirius. Alors, oui, c'est Sirius. Tu mets ça une carte stellaire, là. C'est Sirius A, Sirius B. Nous autres, on sait que maintenant, il y a Sirius C. Ça date des années, je sais pas, 50 peut-être. Mais ça a des milliers d'années, cette affaire-là. Ils ont Sirius C. Imagine. Tu ne peux pas l'avoir d'ici. Tu peux pas. Ça te prend un télescope. Qui leur a dit que c'était là, ça? Faut toujours bien répondre à ça. Qui leur a dit que c'était là? Mais là, tu dis ça aux historiens, tu dis ça... C'est la même affaire que les autres. Ils se lèvent, ils s'en vont. Ben oui, mais c'est ça. C'est encore le le zeitgeist que là, ça marche pas dans leur ça éducation. rentre Ils disent, non, ça se fait pas. Puis, Vous dites que des tribus africaines de 3000 ans d'existence connaissent Sirius C. C'est impossible. Oui, regarde. Bon, ben moi, je vais y aller. J'ai des courses à faire. Ils sont pas capables. Ils sont pas capables. Puis s'ils s'en vont répéter ça, ils peuvent le faire en joke. Mais s'ils s'en vont, je me demande comment ils savent ça. Là, le monde va... Je parle du plus. Il est rendu des extraterrestres. Là. C'est pas long. Hein? C'est un mot de trop. Un mot de travers. Puis ils sont chassés de la communauté scientifique. Un mot de travers. On est chanceux, il y a des exceptions. Il y en a des qui vont oser se tremper les pieds, comme les auteurs tu m'as parlé tantôt. Mais il faut, même s'ils sortent des rangs, s'ils veulent faire la preuve d'une existence de vie extraterrestre ou autre, s'ils veulent faire la preuve, même s'ils sortent des rangs, ils vont devoir respecter le protocole scientifique. C'est la seule façon qui pourrait être éventuellement reconnu. Parce que s'ils ne le font pas, ils viennent de perdre toute crédibilité dans le sens qu'ils renient leur propre méthode. La méthode scientifique, elle est très, très complexe, très rigoureuse. Oui, puis c'est sacré. Puis c'est sacré. Et ça, je respecte ça, moi. Ouais. Je respecte ça. C'est pour ça que quand on m'envoie des niaiseries, des vidéos de ci, puis de ça, puis théâtre, je pose toujours la même question. Dans quelle revue scientifique t'as pris ça? Hein? J'ai dit, dans quelle revue scientifique t'as pris ça? Sélection du Reader's Digest. Merci. Ça n'a aucune valeur. Je vais donner un exemple rapide. Si moi, je te dis que j'ai vu un fantôme au pied de mon lit, puis toi, tu dis que sur ton terrain, tu as une roche qui émane une lueur étrange, puis depuis ce temps-là, tes cheveux repoussent. Puis que tu n'as plus besoin de porter un bonnet, là. Et où ce roche-là? Bon. Qui a des chances de se faire accréditer le premier? Ça va. Moi avec mon fantôme ou toi avec ta roche? Pense-y comme il faut. Toi? Pourquoi? Parce que ta roche est là. Mon fantôme, il ne l'est plus, lui. OK. Il est parti. Je pensais qu'on se fiait juste au témoignage. Non, c'est ça. T'as une roche. Fait que ça, on peut l'amener. On peut l'amener dans un institut de minéralogie. On peut l'amener quelque part, prendre des mesures, la passer au scan, la couper en morceaux. Comprends-tu? Ouais. Puis suivre un protocole. Autrement dit, c'est pas juste un laboratoire qui va en avoir un morceau, c'est plusieurs. Puis plusieurs spécialistes, puis toutes sortes de méthodes, puis après ça, tout le monde se ramasse, puis on en arrive aux conclusions. Oui, cette roche-là peut ranimer la calvitie. Puis
La preuve est faite. La preuve est faite. Donc, publie ça dans Nature ou dans The Lancet, un magazine scientifique. Puis là, ben, c'est réglé, c'est fait. Là, à cette heure, est-ce qu'on commercialise ça? C'est une autre histoire. Là, ça tombe dans un autre domaine. Mais comprends-tu la différence? Ouais. Elle est énorme. Alors, dès que quelqu'un, comme les innocents qui se sont présentés là, au Congrès mexicain, ça, là, ça n'a jamais dû se retrouver là. Ces affaires-là, les espèces de statues en roche, là. Il y en existe en papier mâché. Ben oui. Ça a l'air du papier mâché. Ça aurait dû être confié à plusieurs universités qui auraient fait plusieurs relevés, plusieurs enquêtes, qui auraient fait plusieurs scans, plusieurs ci, ça. Une fois que ça s'est fait, là, tu peux te présenter Présente tes résultats. officiellement, puis en faire la démonstration, puis bang, là, toute la communauté scientifique n'a pas le choix de dire ça vient pas d'ici, c'est ci, c'est ça, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé, encore. Alors moi, je ne suis pas un scientifique, mais j'exige, si tu veux me parler de ta roche, montre-moi là. Puis on va faire des expériences, puis on va aller voir des scientifiques, puis c'est ça que je ferais. C'est ça que je ferais. Mais si tu me parles du spectre que tu as vu au bout de ton lit, c'est clair que je vais être obligé de me fier que sur ton témoignage, sur ton récit, sur la vibe que tu dégages quand tu en parles. Je vais peut-être te mettre sous hypnose pour aller plus loin, voir s'il n'est pas arrivé quelque chose d'autre. À la rigueur, si je faisais partie d'un service de police, je te mettrais sur un détecteur de mensonges, un polygraphe, pour essayer de voir si tu me mens en pleine face ou pas. Tu sais, mais c'est les limites que je peux pas aller bien plus loin que ça. Parce que c'est une entité, et puis là, elle est partie, mais ta roche, elle est là, elle. Mais en ufologie, des roches, il n'y en a pas. On n'a pas de ça. On n'a pas on a très peu d'artefacts, de traces. Moi, j'ai travaillé sur des gros dossiers qui ont laissé des traces, mais je l'ai su 20 ans plus tard. Il n'y a plus de traces, tu sais. Alors, peut-être une fois, mais ça ne voulait rien dire, tu sais. Mais tout ça pour dire que on est obligé de se contenter de récits issus d'une observation oculaire. Or, il y a des gens de science, des hommes de science qui ont le front de dire « Ah, les sceptiques, surtout les décérébrés de l'ufologie, qui se font un plaisir de dire non à tout. » Ces gens-là ont tellement pas de sérieux parce que ils renient tout. Alors, à un moment donné, ça n'a plus de bon sens. Okay? C'est fou. Mais ça, là, est-ce que le fait qu'on n'ait pas de tangible, qu'on n'ait pas... Est-ce que ça peut être... Parce qu'il y a une autre théorie qui dit, que j'ai entendu ou j'ai lu, ou les gens qui aiment en parler, là, ils vont théoriser sur ces choses-là. Ils vont dire peut-être qu'ils ont accès à une autre dimension qui n'est pas perceptible par l'homme. Mm-hmm. Ben oui. Ouais. Aussi. Peut-être même plus que jamais. OK. Moi, je peux te dire que 99% de mes expériences ne se situent pas dans cette dimension-ci. Non, on rentre dans quelque chose d'autre en tabarouette. Ben oui, on n'aura pas le temps. Il faut que je revienne. Il va peut-être falloir. Ça fait déjà... Ça fait quoi, là, Sylvain? 1h30 qu'on parle après? Je t'entends pas, t'es pas animé. 1h25, ouais. Parce que là, on n'a pas parlé d'entre dimensions, puis on n'a pas parlé de voyage astro, qu'il y a des choses que... J'aime pas le nom. Non? Non, on appelle ça des expériences extracorporelles. OK. Voyage astro vient du mot astral, qui vient de la dynastie Blavatsky du 19e siècle et de Rudolf Steiner. C'est bien, c'est cute, mais il serait temps qu'on évolue et qu'on se débarrasse d'un vocabulaire qui date de 150 ans. Là. On ne dit plus soucoupe volante, là. Bon, on ne dit plus astro. Fait que c'est expérience extracorporelle. Out of the body experiences. C'est comme ça. Là, j'aimerais bien ça qu'on fasse ça, m'emmener parler de ça. Ça va me faire plaisir. Je vais t'inviter à ce moment-là à aller sur mon site. Oui, absolument. Et puis, tu liras Mon école invisible. Oui. Commence par l'introduction. OK. Puis saute pas des parties. OK. Il y en a 14. OK.
Ça va être... C'est fini. C'est en ligne à l'heure actuelle, au complet. Pas au moment où on se parle, mais au moment où on s'écoute. OK. Et ça va répondre à... En fait, tu voudras peut-être plus m'inviter. Oh, ça m'étonnerait, là. Moi, je suis bien ouvert. Parce que tu vas trouver ça heavy. Ben, c'est correct. Moi, j'aime ça. Puis en plus, ça ferait différent de nécessairement juste ufologie. Encore là, je me demande, y a-t-il un lien à faire entre les expériences hors du corps, les autres dimensions? C'est la même chose. C'est relié? C'est la même chose. Avec l'ufologie? Monsieur. Wow, on a quelque chose de gros à rentrer dedans, là. J'ai sorti un livre à un moment donné, je l'ai sorti dans le cadre d'une collection qui n'existe plus, là, qui s'appelait Ufologie profonde. Ufologie profonde, pour moi, c'était le retour de nouvelles ufologies où j'essayais de faire comprendre que le paranormal et l'ufologie, c'est les deux enfants du même couple. OK. C'est la même famille. La même famille. OK. Métaphysique. Père et mère. C'est la même famille. C'est la même chose. Ufologie paranormale. Les deux se confondent, un dans l'autre. Un dans l'autre. Wow. Ben, j'espérais rentrer là-dedans aujourd'hui, tu vois. Tu es malade, toi. 1h30, toi, non. Pogne-nous quoi qui dure une semaine à peu près. Je peux pas donner tout ce temps-là, malheureusement, mais je suis sûr qu'on pourrait faire un résumé dans parler de ça, parce que c'est ça, j'espérais aller là-dedans. Puis... Mais ça, là, je vais être très franc avec toi. Vas-y. On va te le dire tout de suite, devant tout le monde. Je vais en parler à condition que tu aies lu ce que je t'ai dit. OK. Parce que si tu ne le lis pas, il va tout falloir que je recommence de A à Z, puis ça ne me tente pas. OK. Je ne l'ai pas écrit pour rien. OK, ben, pas de problème. La dernière fois, j'ai lu ton livre pour pouvoir avoir une bonne conversation. Et puis, tu liras Mon école invisible, c'est sur mon site. Tu fais ça, il y a un onglet, tu t'en vas dessus, puis là, ça commence par la fin, mais tu descends, puis tu as l'introduction. Tu commences là, puis après ça, tu t'en vas 1, 2, 3, 4, 5, passe dans le pot. 6, 7, 8. Quand tu vas finir, je vais peut-être être revenu de vacances, je te le dirai, mais quoi qu'il en soit, là, je reviendrai, puis on parlera de ça. Parfait. Puis de mon bouquin qui va être sorti probablement à ce moment-là. Aussi. Super. Les ovnis viennent d'ailleurs, chez JMG. Donc, jeancazo.com, c'est un projet. jcazo.com. Oui. Puis aussi, es-tu toujours podcast, comment ça s'appelait, donc Les Faits Maudits? Fais-tu toujours ça? Oui, j'ai recommencé à faire ça. Okay. J'ai recommencé à faire Les Faits Maudits avec Jeff Benoît Live, une fois par mois. OK. Alors, c'est sur mes pages aussi. Parfait. Fait que j'ai une émission... Sur Facebook, on trouve facilement. J'ai une émission que octobre a dû passer, là, mais il y a celle de novembre qui s'en vient. Super. Bien, merci encore une fois d'être venu jaser avec moi. Ça a été un plaisir. Un autre rendez-vous plus tard.